La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Elle est franco-chilienne. Elle est née le 23 avril 1974 à Valparaiso, au Chili. C'est une avocate spécialisée en droit de la presse. C'est une ancienne porte-parole de la France Insoumise de 2016 à 2017. Elle est la cofondatrice du mouvement L'Après depuis 2024. Hop. Tu m'entends, David? Moi, je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien là. Ça devrait être bon. Je crois que c'est bon. Je viens de faire les présentations. Très bien. Alors, tu disais, l'après, ça va comme le monde. On arrête l'entretien alors? Au contraire, Ah il y a bon? des choses à faire. Alors, vas-y, raconte. Écoutez, on vit une période, d'accélération de l'histoire. On est pris dans une sorte de grande vague dans le monde de fin du droit international, de montée de la violence, montée des impérialismes. Et puis en France, on se pose la question de savoir si quelque chose va mettre fin ou pas à l'accaparement des richesses par une poignée de personnes sur le dos des millions et des millions de personnes qui travaillent et qui sont des actifs. Et puis on se demande aussi si il y a peut-être un petit espoir ou pas d'être au plan mondial une sorte de, j'ose l'expression, de village gaulois, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on on pourrait, nous, en France, avoir un gouvernement différent à contre-courant de ce qui se passe dans le monde, et puis à partir de là, construire pour nous-mêmes, pour ceux qui habitent en France, et puis aussi pour le reste du monde. Alors, la semaine dernière, on avait des camarades qui sont impliqués dans différents soulèvements, dans différentes insurrections depuis une dizaine d'années, et qui nous expliquaient que la France, ça n'avait plus aucune espèce d'étincelance. Et donc, de parler de village gaulois, toi la chilienne d'ailleurs, la franco-chilienne, en fait, ce serait presque un non-sens. C'est-à-dire qu'on se gargarise, la France, ce serait bien que la France passe à gauche, comme ça le reste du monde passerait à gauche. Mais en fait, il n'y a qu'en France qu'on pense ça. Tu crois pas? Je ne sais pas si effectivement on peut dire que parce que la France est passée à gauche, le reste du monde passerait à gauche. Mais dans mon expérience militante, j'ai souvent constaté que lorsqu'il se passait quelque chose dans un pays, souvent ailleurs on pouvait prendre appui, et ça va aussi dans l'autre sens. Moi, je sais que j'ai souvent pris appui dans mes engagements, dans mes raisonnements, par exemple sur ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 2000, l'avènement de mouvements populaires et politiques qui venaient, qui venaient succéder à des histoires de la gauche, qui étaient surtout animées par, à l'époque, en Amérique du Sud, le Parti socialiste, le Parti communiste, des mouvements guérilleros. Et au final, dans les années 2000, il y a eu l'émergence de ces différents mouvements populaires qui sont devenus gouvernements. Au Venezuela, en Bolivie, en Équateur. Et bon, voilà. Alors, aujourd'hui, 25 ans après, c'est sûr qu'on peut avoir des opinions et des analyses très nuancées sur ce qui s'est passé à ce moment-là et sur ce que c'est devenu. Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y a commencé à avoir des assemblées constituantes dans les Andes, ben nous, ça nous a parlé et ça nous a donné quelque espoir. Donc, dans cette limite-là, je pense que de toute façon, voilà, il ne faut pas non plus trop se voir plus petit qu'on est non plus. Il ne faut pas se voir plus grand qu'on est, mais il ne faut pas non plus se voir plus petit que nous sommes. Nous sommes malgré tout encore une puissance économique. Je crois que la 6e puissance du monde, une puissance Alors politique. justement, il y a Florent Calvé qui me tape sur les doigts, qui dit « Ah, quand la 7e puissance économique du monde passe à gauche, il y a quelques remous quand même. » Il y a Muller qui te demande comment la gauche, si elle avait le pouvoir en France, pourrait mettre fin aux extensions impérialistes de la Chine, de la Russie et des États-Unis, puisque tu parlais de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que vous feriez? Il y a deux, je pense qu'il y a deux éléments importants. Une règle générale, pour paraphraser l'adage qui dit si vis pacem parabellum,
Moi, je pense que si vis pacem, para pacem. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez la paix, il faut préparer la paix. En fait, la paix doit être un objectif stratégique de la France, et donc ça a des implications sur ce qu'on fait à l'échelle internationale, non seulement dans les instances onusiennes, mais aussi dans notre façon de participer ou pas au malheur du monde. C'est-à-dire comment, d'abord sur le plan économique et ensuite sur le plan militaire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la paix, dans l'urgence, là, elle est mise en cause par une brutalité que des générations, enfin nos générations n'ont pas pu voir ce qui se passe actuellement en Palestine et dans d'autres endroits du monde. Et de ce point de vue, moi, je pense que la France, elle devrait, par exemple, arrimer les bateaux. Vous voyez, aujourd'hui, partent les bateaux de la flottille pour Gaza depuis Barcelone. Et ces militantes et ces militants sont vraiment très courageux, et heureusement qu'ils sont là, et on ne peut vraiment que les saluer. Mais c'est pas normal que ce soit des simples citoyens qui fassent ça. Ça devrait être des bateaux français arraisonnés par la marine française, sous couvert bien sûr, du droit international, avec l'appui des instances internationales qui ont déjà reconnu qu'il y avait la famine aujourd'hui à Gaza, qui ont déjà reconnu depuis janvier 2024, si je me souviens bien, que s'il n'y avait pas de cessez-le-feu, alors il y avait, disait la Cour internationale de justice en janvier 2024, un risque génocidaire. Donc, un an et demi après, c'est évident que c'est bien d'un génocide dont il s'agit. Et donc, le droit international fonde les États que nous sommes à venir y mettre fin. Raquel, je voudrais pas être désagréable parce que je te remercie de t'être levé tôt pour les oppositions et les oppostiens, donc je voudrais pas être désagréable de bon matin, mais est-ce que tu sais quelle est la dernière personne qui a détourné l'adage de la même manière que tu viens de le faire? Si ves pacem, para pacem. Un communiste, peut-être. Oui, oui. C'est une expression qui vient du mouvement pacifiste communiste. Je leur ai piqué. Ah Mélenchon, il fait comme toi. C'était Mélenchon, je suis désolé, c'était Mélenchon qui, aux amphis à Châteauneuf-sur-Isère, a exactement employé cette expression. Je ne crois pas. C'est vrai? Je te promets. Là, aux amphis cette année? Oui. Ah bah tu vois, comme quoi. Comme quoi, vous n'êtes pas si loin. Comme quoi, il peut pas se décrotter si vite du garridisme. Le garridisme. Bon, alors on est un peu obligé de faire le point. Est-ce que tu étais à Châteaudun hier et avant-hier? Oui, parce que la presse ne te cite pas. Mais c'est pas grave, tu es là. François Ruffin, Lucie Castet, Clémentine Autain, monsieur Corbière aussi qui fait un jeu de mots. Ce n'est pas un château d'un que nous voulons monter, mais la formule est pas mal. Bon, alors qu'est-ce que vous fabriquez exactement là, les gens de l'après? Qu'est-ce que vous foutez? C'est quoi votre but? Je pense que la vocation que nous avons, c'est de faire vivre l'affirmation électorale et politique qu'a représenté le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est une coalition, c'est une stratégie, c'est un programme. Et le nouveau Front populaire, ce n'est pas né l'année dernière. En vérité, ça vient de la NUPES, qui est née en 2022. Et la NUPES est un rassemblement de la gauche et des écologistes qui a été rendu possible par, d'une part, 13 ans d'affrontements durs entre nous, les Insoumis, et François Hollande, et qui a abouti à la victoire programmatique de l'Avenir en commun, qui était le programme Insoumis, et qui est le fruit également, compte tenu de cette victoire programmatique qui a été démontrée dans les urnes, d'un revirement stratégique spectaculaire des Insoumis en faveur non plus de la guerre contre les socialistes, mais de l'unité. Et c'est cette unité-là qui vient, en fait, en quelque sorte, ouvrir l'espoir de la victoire dans les urnes et de l'accès au pouvoir. Parce que je parlais tout à l'heure de la façon dont les Insoumis s'inspiraient à l'origine
de l'Amérique du Sud et pas que les Insoumis, parce que c'est ça, je parle du parti de gauche, je parle voilà, de ce que nous étions avant même la fondation de la France Insoumise. Nous avions cette idée que nous pouvions être une force nouvelle, un peu novatrice, et qui accéderait au pouvoir de façon fulgurante par l'implication du monde, voilà, du peuple, des mouvements sociaux, etc. On a essayé ça en 2012, on a essayé ça en 2017, on a essayé ça en 2022, ça n'a pas marché. Donc, à partir du moment où nous changeons de stratégie, non pas pour récuser l'importance des mouvements populaires, mais pour cette fois considérer que ce n'est pas en gros à nous tout seuls autour d'un chef charismatique que nous y arriverions, beaucoup d'espoir et de portes s'ouvrent. Et malheureusement, ces portes, je ne vais pas refaire le film, mais se sont progressivement refermées. Et donc, je pense que le rôle historique, j'ose dire, de l'après, c'est de bien souligner que le nouveau Front populaire est devenu l'affirmation d'un espace citoyen. Hein, c'est 9 millions d'électrices et d'électeurs. 9 millions, c'est beaucoup. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais fait avec Parti de gauche, France Insoumise. Et c'est beaucoup parce que dans la dernière élection, il y a eu beaucoup de participation aussi, 33 millions d'élections en juin 2024, ce qui fait s'apparenter cette élection-là en termes d'affirmation civique, en termes de légitimité démocratique aussi, à une élection présidentielle. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, si on regarde donc la représentation à l'Assemblée nationale de cet espace politique millionnaire en voix, c'est 192 personnes qui sont toutes élues par des électorats qui sont agglomérés. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul député insoumis, pour prendre le cas des insoumis, mais ça vaut pour tout le monde, qui n'a été élu avec des voix socialistes. Donc, techniquement, tous les députés insoumis sont des députés socialistes. Aïe, 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 ma chère Raquel, là tu vas énerver le chat qui est déjà un peu remonté, hein, qui te dit, c'est J.J. Bonnet par exemple, qui te dit, mais le PS avec qui vous alliez ont renié le programme du NFP. Comment ça, une unité avec Philippe Brun et Carole Delga, voilà, tac, enfin bon, voilà. Et il y a Alien 6, c'est un rassemblement avec le PS, le Parti Socialiste. Bon, tu sais que ça passe pas du tout, du tout. Il y a, David, des secteurs qui étaient contre la NUPES et contre le NFP. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté ce revirement stratégique dont je parlais tout à l'heure. Je respecte ces positions-là. Ce sont des positions que je caractériserais de gauchistes. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné, dans les urnes la controverse programmatique, comme je le disais, quel est l'intérêt de maintenir la guerre entre nous, si ce n'est de s'assurer durablement d'être dans l'opposition au détriment de ceux qui ont besoin de gouvernements de gauche, au détriment de ceux qui souffrent des politiques macronistes et qui peuvent souffrir à très courte échéance des politiques d'extrême droite. Donc, moi, je fais partie de celles qui ont été enthousiastes en 2022 autour de la NUPES. Et qui était un rassemblement avec le Parti socialiste d'Olivier Faure, lequel, lui, était inéquivoque sur le fait qu'il était en rupture avec les années Hollande. C'est ça qui permet l'union. Ce qui permet l'union, c'est quand Olivier Faure dit qu'il rompt avec la politique Hollande, qu'il la récuse. Il en récuse peut-être pas tout, mais en tout cas des éléments importants du programme, au point de forger un programme, celui de la NUPES et ensuite celui du Front populaire, qui est parfaitement compatible avec la France Insoumise, à telle enseigne que la France Insoumise signe dès demain avec le Parti socialiste, avec Olivier Faure qui était précédemment... tous ces gens ont été socialistes avant, sous Hollande. Ils ont tourné. Bon. Et quand nous signons avec eux en 2022, on sait qui ils sont. C'est comme si, en fait, le Parti communiste, quand on fait le Parti de gauche et le Front de gauche, pour revenir en arrière à 2012, c'est comme si eux passaient leur temps à dire « Ah, mais regardez, Jean-Luc Mélenchon, c'est qui, à part un sénateur socialiste, un ministre de Jospin ?» Bon, oui, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon a été essentiellement dans sa vie un sénateur socialiste. Il a été ministre de Jospin, qui est le ministre des privatisations, qui est le ministre de la signature du pacte de Dublin sur les déficits
au plan européen. Et pourtant, à ce moment-là, le Parti communiste ne dit pas jamais, plus jamais, quelqu'un du PS ou qui vient du PS. Non, les gens peuvent changer de ligne politique et c'est quand même décisif que le Parti socialiste change de ligne politique. Alors, je ne suis pas naïve, je vois bien que dans le Parti socialiste, il reste encore les relents des perdants, on va dire, de la controverse programmatique. C'est évident que les secteurs hollandistes, eux, détestent la NUPES, détestent le nouveau Front populaire, pour précisément à cause de ça. Parce que c'est eux les perdants du débat programmatique, parce que l'existence même du nouveau Front populaire implique qu'on a tourné la page du hollandisme. Mais dans le Parti socialiste, ces forces-là sont encore présentes. Hein, elles militent programmatiquement pour qu'on revienne en arrière sur le programme du NFP. Mais il y a des secteurs qui, on va dire, sont entre ces revanchards programmatiques et Olivier Faure, pour la raison aussi qu'ils prennent au sérieux le danger de l'extrême droite. Je pense par exemple notamment au secteur autour de Boris Vallaud. Boris Vallaud, aujourd'hui, il accepte l'idée, par exemple, de ce regroupement autour de Lucie Castet qu'on a fait à Bagneux le 2 juillet dernier, le Front populaire 2027. Il accepte l'idée d'une primaire à gauche pour une candidature unique. Je pense que ça, il faut s'imaginer ce que c'est. Le Parti socialiste, de toute la Ve République, a toujours eu un candidat à la présidentielle. Toujours. Alors, la dernière fois, ça s'est très mal fini en termes de pourcentage, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu d'autres occasions où ça s'est très mal fini. Je pense à Gaston Defferre ou autres, ils étaient descendus à 5. C'était pas le PS, c'était son ancêtre, mais c'est le même courant politique. Et après, ça se remonte, ça a remonté. La vie politique, ça va, ça vient, si on compte que de façon boutiquière. Eh ben justement, à propos de façon boutiquière, ma chère Raquel, tu sais qu'on explose le temps de parole, mais c'est bien. Enfin, le temps de parole, on n'est pas soumis au temps de parole, mais je veux dire, si on avait prévu 10 minutes, on aurait dû s'arrêter il y a 10 minutes déjà. Mais c'est pas grave. Je te pose une dernière question, parce que c'est très agréable de discuter avec toi, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Mais alors, voilà, il y a le PS qui se dit prêt à gouverner et qui réclame Matignon pour la gauche et les écologistes. C'est l'article du Monde d'hier d'un dénommé Olivier Perroux, tiens, voilà pour la blague. Tu parlais tout à l'heure de boutiquier, boutiquière. Est-ce que tu peux comprendre qu'on soit agacé, nous, peuple de gauche, de vous entendre les uns et les autres parler constamment d'alliance, d'accession au pouvoir, de conquête du pouvoir, comment on va y arriver, etc., plutôt que du programme, plutôt que du fond? Alors, moi, peut-être que je me trompe, David, hein, mais je pense que les 9 millions et demi de personnes qui, le 30 juin dernier, se sont mobilisées avec une énergie folle. Enfin, je veux dire, c'est le score du nouveau Front populaire le 30 juin dernier, c'est une insurrection civique. C'est des forces militantes qui sont sorties de nulle part pour aller chercher des voix. Je pense que ces personnes-là, elles l'ont fait pour prendre le pouvoir, pour qu'on aille à Matignon. Pour qu'on aille à Matignon déjà plutôt que Bardella, et pour qu'on aille à Matignon sur le programme du nouveau Front populaire. Et je n'ai aucune raison de penser qu'aujourd'hui, un an après, cette volonté, cette même exacte volonté, c'est-à-dire de porter au pouvoir le nouveau Front populaire sur le programme du nouveau Front populaire, est disparue. Alors, c'est sûr, pendant un an, on n'a eu que du Retailleau à la télévision. C'est sûr que le choix de prendre Taillot et Bayrou comme nouvelle alliance a saturé politiquement et médiatiquement la vie politique française, de sorte qu'on a, nous, ce peuple NFP, justement, ces 9 millions de personnes, on a semblé disparaître, mais on n'a pas disparu. On est là. Et la moindre des choses, au moment où il y aura vacances du pouvoir, parce que dans une semaine, il y a vacances du pouvoir à Matignon. La moindre des choses, c'est qu'on revendique le pouvoir. Parce qu'on ne va pas nous-mêmes participer à l'effacement politique des 9 millions de voix et des 9 millions de personnes qui se sont mobilisées. Parce que c'est ça le dispositif macroniste et d'extrême droite. C'est de considérer que le 30 juin n'a jamais existé. Le 30 juin 2024 n'a jamais existé. Qu'est-ce que tu réponds au chat qui parle des compromissions du PS, qui dit « je ne me ferai plus avoir, je ne voterai plus ». Raquel, c'est un discours que tu as pu tenir. Oui, mais justement, à partir du moment... Justement, j'ai commencé tout à l'heure là-dessus. Oui. On a gagné la controverse programmatique. Bon. Donc aujourd'hui,
ce plus jamais PS là, qui est une narration qui est organisée depuis l'état-major de la France insoumise et qui a, ne l'oublions jamais, une vocation, c'est à isoler la candidature Mélenchon et la légitimer en dehors et à l'extérieur du reste du Front populaire. N'oublions pas que c'est quand même la toxicité de la monarchie présidentielle et de la folie présidentielle qui est la première justification de ce narratif belliqueux au sein de la gauche. Pourquoi? On prend la question, par exemple, de la motion de censure qui a été montée mais en mayonnaise à n'en plus finir par la France insoumise à propos du Parti socialiste. Depuis 2 ans, il y a eu 5 motions de la gauche. Arrête de parler de LFI, parle-moi du PS. Mais j'y viens. Sur les 5 motions de censure qu'il y a eu depuis la dissolution cette année, il y en a 3 sur 5 qui sont signées et votées par le Parti socialiste, et même la dernière, celle du 26 juin, n'est déposée que par le Parti socialiste. Donc, explique-moi voir pourquoi cette affaire-là de motion de censure doit expliquer aujourd'hui que nous revendiquons même pas Matignon, qu'on on serait dans l'impossibilité, nous, le nouveau Front populaire, sur la base du mandat qui nous a été donné dans les urnes le 30 juin, et dont aucun d'entre nous ne peut aujourd'hui loyalement se séparer, et on ne pourrait pas revendiquer Matignon. Vraiment, ça concourt à l'effacement des 9 millions de voix du NFP. Pour ce qui est du programme, c'est quoi en fait? Quel est le vote sur lequel il y a eu dissensus à l'Assemblée nationale, par exemple? Où est-il? C'est-à-dire, quand on regarde à chaque fois ce que votent les 192 députés du NFP, les députés socialistes, écolos et communistes et insoumis sont tous compatibles. Ils votent à 90% tout ensemble, les uns par rapport aux autres, les amendements des uns par rapport aux autres. Donc, pardon, mais je veux dire qu'il ne faut pas connaître l'histoire de la gauche dans sa profondeur pour imaginer que les nuances programmatiques aujourd'hui sont aiguës. Je pense que jamais on n'a été aussi proche. Et sur les grands sujets qui fondent certains de nos grands désaccords, je pense par exemple à la question internationale ou la question européenne. L'atlantisme, qui était un point important du désaccord qu'on a avec la social-démocratie, cette gauche atlantiste, européiste. Où est, même pour eux, même pour les atlantistes, aujourd'hui, ils vont faire alliance avec Trump. Ils considèrent que l'OTAN, aujourd'hui, c'est un espace militaire, stratégique, pertinent. Donc, leur vision des choses a disparu par la force des choses. Donc, ça veut dire qu'on peut converger sur le fait de ne pas être atlantiste, de ne pas accepter l'OTAN comme cadre. Sur la question européenne, alors, plus que jamais, aujourd'hui, tout le monde est protectionniste. Regardez sur la loi du plomb, la société civile, heureusement qu'elle est là, franchement, s'auto-organise de façon comme ça, inorganisée, pour mettre plus de 2 millions de signatures contre la loi du plomb. Une loi qui vient heurter directement le libre-échange au sein de l'Union européenne. Pour la raison que si vous voulez garantir aux producteurs français la possibilité d'avoir un débouché de marché français pour leurs matières, leurs produits sans acétamipride, il faut empêcher que des produits européens contenant ce poison soient sur nos étals. Et ça, progressivement, on converge. Il n'y a aucune raison, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui qu'on laisse Bardella courir devant. Rien. Ma chère Raquel, je dois converger avec mon conducteur que j'ai explosé grâce à toi. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté d'être celle qui a étraîné nos invités des matinales. J'espère que tu as passé un bon moment. Le chat était plutôt vent debout, comme les commentaires sous la vidéo quand je suis venu à l'après. Et c'est bien pour ça que je te remercie d'avoir eu la force de venir en sachant qu'il y a de la bataille des idées. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Merci David, merci tout le monde et à très vite. Et on se voit le 10 septembre, le 18 septembre et dans toutes les occasions où la lutte le commandera. Et j'espère aussi au gouvernement de ce pays pour qu'on change la vie de tous et de toutes. Merci Raquel, à bientôt, merci beaucoup. La riposte, c'est vous. Donnez au poste.